Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Le dernier top 3 de l'année 2016. Et comme chaque samedi, nous ne dérogerons pas à la règle, ce sera une rétro-info de la semaine écoulée, mais comme c'est le dernier top 3 de l'année, nous permettrons peut-être des écarts, d'aller vers d'autres sujets qui ont marqué l'année. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir, d'abord, une grande nouvelle. Aujourd'hui, vous serez dispensé d'éditorial. Vous pouvez souffler. Vous ne souffrirez pas aujourd'hui. Nous sommes soulagés aussi. J'imagine. Je vous prends tellement de votre temps habituellement. Mais à coup de pas, je vous demande de pardonner. Alors, j'ai le plaisir donc de recevoir Hassan Hirsch. C'est moi, Hassan Hirsch. C'est vers ici. Il est là. Il y a un deuxième Hassan. Hassan On va faire comme à l'époque, présent monsieur. C'est pour ça qu'il ne faut jamais deux Hassan ou deux Mohamed. Non, mais on a fait exprès tous les deux. Il y a eu Hassan 2. Hein. Et maintenant, c'est les deux Hassan. Alors, Hassan Lossif, militant pour la démocratie, un très très bon ami à moi, Samir Bellatesh d'Yachisha, et l'ami de Brahim Younsi, c'est l'ami de tout le monde. C'est un homme qui s'investit beaucoup dans le combat démocratique, que nous apprécions tous. Il n'a quasiment pas d'ennemis, il est tellement gentil. Ce n'est pas un compliment. Je vous passe Merci beaucoup. Samir Bellatesh, qu'on ne peut plus présenter maintenant, ça y est, il est trop connu, trop célèbre. Brahim Younsi, président de l'UDM, et Hassan Hirsch, docteur en sciences économiques, spécialiste de la PNL, qui a l'habitude de nous accompagner dans les rétro-infos, comme Brahim Younsi par ailleurs, et Samir Bellatesh. Et donc, nous allons directement entrer dans le vif du sujet, si on peut dire. Donc, la semaine, nous pourrions peut-être commencer par ce fameux Conseil des ministres et le discours de Sellel ou l'interview, je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce qu'il y avait des journalistes d'un côté qui étaient là pour faire juste ça, pour hocher de la tête. Et avant de commencer, nous allons donc lancer les titres de la semaine, puis nous commencerons directement donc par le discours de Sellel, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, et le fameux Conseil des ministres. Aujourd'hui. Al-Watan, de vieux thèmes de campagne refont surface. TSA, Saïd Bouteflika au Conseil des ministres, une apparition qui affole la toile algérienne par Rafir Tadjer. Télérama, perdu entre deux rives, les Chibani, oubliés par Rachid Oujdi. Alors, pour commencer, Hassan Lossif, je ne suis pas trompé cette fois-ci, Parfait. va nous lire un petit texte qu'il vient d'écrire. Hassan. Bonsoir et bonne année à tout le monde. Le xianisme politicien. La sale besogne connaît et reconnaît toujours les siens. Et ce n'est pas un Ouihia, un Ould Abbas ou un Sellel qui dira le contraire. En cette fin d'une année éprouvante pour les citoyens lambda, ce trio s'est distingué dans un numéro clownesque au goût amer du mépris à l'égard du peuple algérien et sur fond d'une voyoucratie érigée en instrument de destruction massive de tout ce qui est algérien. Irrémédiablement cynique, le hajb du président de la chaise vide, M. Ahmed Ouihia, a promis aux Algériens la disparition, tout simplement, de la patrie algérienne en cas où le système allait tomber. À elle seule, cette menace montre à quel point les barons de la clanocratie du crime et de l'argent sale peuvent se montrer antipatriotiques quand il s'agit de sauver le Nidam. Cynisme pour infamie. Le médecin felonneux
à la cravate rose, Jamal Ould Abbas, Taran, taran. a lui aussi fait étalage d'un verbiage digne de ce qu'il est. Billah Foumouk, a-t-il lancé à un citoyen qui a eu le seul tort de lui dire, de lui exposer sa situation des plus désastreuses. Pour couronner le tout, le premier des sinistres, Abdelmalik Sellal, a, lui, pour sa part, livré l'annonce, le vide sidéral de l'annonce qu'il a faite de l'entrée en vigueur de la loi de la paupérisation légalisée, la loi de finances 2017, au pouvoir de la superstition. La crise, nous avons la baraka des chouhada. N'ayons pas peur des mots. Quand l'ignorance prend le pouvoir, le politicide devient un crime parfait. Merci. Merci. Alors, nous allons tout de suite voir cette image de Ould Abbas qui demande à un citoyen de, pardon de le dire comme ça, de fermer sa gueule. Et oui, je confirme aussi, donc, Yahya a bien dit, si le régime tombe, tout le monde tombe, il a dit, et que Sellal, entre autres grosses fadaises, a dit que, de toute façon, pour exorciser la crise qui déboule, il a dit, de toute façon, un nabarak tuhada. Plus démagogue que ça, tu meurs. À vous, mes chers amis. Écoute, Jamal, on assiste là à la déconfiture d'un système qui, précisément, est à bout de souffle, mais néanmoins lance de temps en temps, comme ça, des velléités de reprise. Et comment il le fait? Par l'arrogance, par le mépris, comme vient de le signaler de façon magistrale notre ami Hassan Loussif. Donc, quand Yahya dit que si le système tombait, parce que je lui corrige aussi la faute, l'Algérie tomberait en même temps, c'est extrêmement intéressant pour nous. Ça veut dire que c'est son subconscient qui a parlé et qu'il pense que le système va tomber. Ça, c'est très important pour les Algériens, c'est-à-dire que nous ne devons pas baisser les bras, que nous devons encore harceler cette équipe d'apparatchiks, cette nomenclatura illégitime qui détient le pouvoir depuis 1962, par les armes, par un système militaro-policier, et qui a marginalisé le peuple, qui a étouffé la voix populaire, qui a enlevé sa souveraineté au peuple algérien. Donc, pour moi, c'est une donnée extrêmement intéressante. Parce que s'il a dit le système risque de tomber, c'est qu'effectivement, à l'intérieur de ce groupe maléfique qui a toujours agi dans le sens inverse des intérêts de l'Algérie, je pense qu'effectivement, il y a matière à travailler encore, à harceler davantage, à se battre. Comme dirait Victor Hugo, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Alors luttons pour effectivement mettre fin vraiment à cette mascarade, parce qu'intenable depuis maintenant des décennies. Il y a des générations qui n'ont connu que comme la mienne. Et donc il est très important de prendre au sérieux cette donnée et de continuer à nous battre. Maintenant, quant à Sellal, quand il dit la baraka des chouhada, mais ils ont eu toujours la baraka des chouhada. Pourquoi? Parce que par manque de légitimité, eh ben, ils ont essayé d'exploiter, d'utiliser, d'instrumentaliser. L'histoire, la mémoire. La supercherie de la famille révolutionnaire. Absolument. C'est une supercherie politique. Absolument. Donc voilà, on est dans la même rhétorique finalement. Ce n'est pas un manque de légitimité. Mais en 2016, ils en sont encore là. En 2016. 50 ans après, plus tard, ils sont encore à parler de Baraka des Chouhada, de la famille révolutionnaire à qui il demande d'accueillir Chakib Khalil à Batna par le fils de l'emblématique Moustapha Ben Boulid.
C'est quand même incroyable. Le même Cheikh Kibri qu'ils ont fait recevoir, adouber et bénir par des zaouïas marrons. Ça dénote de toute la mentalité du système. Parce que dire c'est la baraka de Chouhada à l'anniversaire de l'assassinat de Abban Ramadan, il faut avoir vraiment, comment, je m'excuse du mot, il faut avoir du culot. Oui. Il faut avoir du culot. Je pense qu'il recule devant rien. Il n'y a aucune moralité. On est dans un système immoral, Djamaldine. J'aimerais demander à l'équipe de nous préparer, si c'est possible, cette image de la une d'El Moujahid en 1957, qui a annoncé plusieurs mois après sa mort la mort de Ben Ramadan, comme quoi il était tombé au champ d'honneur, qu'il avait été tué par l'armée française. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir trouver, mais j'aimerais bien. C'est cet assassinat, ce parricide de la révolution algérienne qui fait qu'on est complètement dans la mouise aujourd'hui. Parce que Abban Ramadan est un homme clairvoyant et qui a prévu déjà un système démocratique, qui a prévu la primauté du civil sur le militaire. Et de ce point de vue-là, on a assassiné un système ouvert, un système démocratique qui allait naître, et ils ont assassiné Là, en fait, son Monsieur Hiresh, vous me rappelez une citation de Aït Ahmed. Oui. Avec l'assassinat de Abban Ramadan, c'était un assassinat politique. Mais avec ce qui se passe actuellement, nous sommes passés de l'assassinat politique à l'assassinat du politique, au politicide. Donc, c'est pour ça que quand on voit des acteurs... Est-ce qu'à l'époque, déjà, il n'y avait pas une sorte de mafiocratie régnante, déjà, qui avait pris le contrôle un peu de la révolution, qui exécutait quiconque bougeait? Il n'y avait pas que Ramadan qui avait été assassiné. Rappelons-le, d'éminents révolutionnaires, Chihani Bachir, qui ont été liquidés de façon atroce. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de Ben Chérif qui tue de ses propres mains qui au juste? Chabani. Non, pas Chabani. Chabani, c'est après l'indépendance. Oui, quand Chabani a été exécuté. Mais je ne me souviens plus effectivement. C'est Chihani Bachir et d'autres qui l'a tué de ses mains avec un fil de fer. Ils les avaient étranglés. Donc c'était déjà l'assassinat du politique à l'époque. Il a commencé, bien sûr. Oui, il avait commencé, bien sûr. Pour ne pas aller dans les pages de l'histoire, je veux juste rebondir sur ce que... C'est Ibrahim, je vous interromps. 1 minute, le temps de montrer l'image de El Moujahid. On va la voir tout de suite. Voilà. Abban Ramadan est mort au champ d'honneur. Moi, j'ai toujours considéré que ce mensonge est le mensonge fondateur du régime. Un régime qui allait par la suite devenir, pas systémiquement menteur. Ça veut dire que ça fait partie de son disque dur que de mentir, que d'altérer, que de présenter la vérité. Mais sinon, ça, il faut le demander à Reda Melk, qui donne des leçons aujourd'hui. Je voulais rebondir sur ce qu'il a cité Victor Hugo. Je vais citer Talleyrand, pour revenir à Ouihia. Oui. Et vous avez parlé de la force, parce que le système algérien est fondé sur la force. Bien sûr. Des armes. Donc, je crois que les baïonnettes, pour citer Talleyrand, on peut tout faire avec. Sauf s'asseoir dessus. Je ne vous le fais pas dire. Oui. Donc ils sont en train de s'asseoir sur les baïonnettes. Oui. Si au moins. Ils sont en train de s'asseoir. C'est un cri d'alarme que lance Ouihia en l'occurrence. Oui. C'est un cri d'alarme. C'est-à-dire que si, pardonnez-moi, ça va être trivial de ma part. Oui. Nous avons joué au football chez nous, autour des stades. C'est ce qui... Mais là, il nous menace de beaucoup plus grave. Il est en train de nous dire. Si jamais, avant, il nous disait, quoi, si vous bougez, ça va être la Syrie, la Libye. Maintenant, il nous dit, attention, vous bougez, le système ne tombera pas tout seul. Vous allez tomber avec nous. C'est une menace directe. C'est ce qui s'est passé pendant la décennie rouge. Oui. C'est ce qui s'est passé. Vous voulez changer de système? Nous allons vous assassiner. Oui. Ou c'est nous, ou c'est nous, c'est Non, mais là, c'est la boucherie. Juste une chose, c'est que
Là, c'est Ibrahim, il vient voilà, de nous ramener aux années, les années 90. C'était la première phase, c'était la phase du politicide au sens d'extermination pour des raisons politiques, pour des raisons de domination politique absolue. Si je peux me permettre, le politicide a commencé, bon, moi je le date comme cela. Oui. Je le date comme cela. Bon, bien sûr, il y a des critiques à faire, mais je le date le 19 juin 65. Oui. On a Oui, oui. tué le politique, effectivement. Même si, bon, je ne défends pas la période de 62 à 65, je ne la défends pas. Mais je crois qu'on était revenu avec l'insurrection du FFS. Que l'on veuille ou non, bien sûr qu'il a fonctionné, je veux parler de Bembla, qu'il a fonctionné dans un système, Oui. mais il a essayé de revenir à la pluralité politique. Qu'on le veuille ou non, le 16 juin 1967, Signature il des accords signe avec des le accords FFS. avec le FFS. Et qui les a torpillés? Oui, ben, c'est Boumediene. Boumediene par l'entremise de Bouteflika. Oui, oui, bien sûr, évidemment. évidemment. L'Alger républicain, qui était le journal du Parti communiste, tout le monde le sait, était devenu l'organe officiel du FLN. Il négociait, ou il était en situation de négocier avec Reder. Il était en situation de négocier avec l'ensemble de l'opposition. Et c'est la raison pour laquelle le coup d'État a été fait. oui. C'est une Le raison coup d'État n'était fondamentale. pas déjà programmé avant même que Sans doute, sans doute. Boumediene ne pouvait pas prendre le pouvoir en 62. Il avait besoin d'un Bembella ou d'un autre doute. historique. Mais Smahli, Le temps qu'il se prépare. Oui, oui. La preuve, c'est qu'il a gardé la vice-présidence et le ministère de la Défense. Mais Smahli Mais Jamaldine, il a voir. été- oui, il a été, bon. les événements ont accéléré le... Oui, certainement. l'exécution. Mais nous allons voir d'abord la manchette où Yahya nous dit que si nous tombons, vous tombez aussi. Voilà, donc soyez convaincus que si le régime tombe, tout le monde paiera le prix. Tout le monde paiera le prix. Samir. En un mot, il a tort quand même d'assimiler il a tort d'assimiler le régime algérien à l'Algérie. Ce qu'on connaît de ces gens qui nous dirigent, c'est que ils disent « Nahnu al-Jazair », c'est nous l'Algérie en fait. Où Yahya considère qu'il représente à lui tout seul l'Algérie. On peut le dire autrement, que l'Algérie c'est sa propriété privée. Quand on voit comment ils se comportent les dirigeants qui tiennent l'Algérie avec la fraude électorale, la force des armes, la menace, la corruption, la torture parfois et même l'exécution. Ces gens considèrent que ce pays, c'est leur propriété privée. Et du coup, si tu t'en prends au propriétaire, tu t'en es pris à la propriété. En fait, c'est faux. Ce qui fait peur, c'est que ces gens, c'est ce qui vient d'être dit par les invités, c'est que ces gens sont en train de nous dire que si vous voulez nous chasser, nous mettrons le feu à ce pays. Je pense que les Algériens, les citoyens algériens, dont nous, on prend acte. On l'a bien compris que ces gens, si on doit les faire partir, ils sont en train de nous dire, nous mettrons le feu à ce pays. Nous l'avons bien reçu, on le comprend. Je vais retourner dans l'histoire, ou à l'histoire de notre pays. C'est-à-dire que ces gens-là agissent, menacent, comme l'a fait l'OS. Absolument. Si on s'en va, c'est absolument. la politique de la terre brûlée. Voilà, on ne laissera rien derrière nous. Exactement, ils n'arrêtent pas de nous dire. Quelqu'un m'a dit, un ami, m'a dit quelque chose, un ami qui les connaît très bien. Il les connaît, il les fréquente, il a même des liens de parenté avec certains barons du régime, parce qu'ils sont tous parents les uns des autres. Hein. Ils ne se marient qu'entre eux depuis 1962. C'est de l'endogamie, vraiment. Et donc, il m'a dit quelque chose, il m'a dit, détrompe-toi si tu crois qu'ils sont malhonnêtes. Je lui ai dit, ah bon? Il m'a dit, tu sais ce qu'ils disent? Ils y croient vraiment. Ils croient vraiment que l'Algérie est leur propriété. C'est un système patrimonial. Quand tu parles de les chasser, ils ressentent un sentiment d'injustice. C'est que la schizophrénie au sein du système est héréditaire. Hein. Ah, on a l'impression, en effet. Ah ben oui, c'est de la schizophrénie politique, ça. Ouais. Je pense aussi qu'on doit mettre le doigt sur ce que vient de dire M. Hersh, sur le fait que le régime, je pense que les gens, les idéologues du régime, leurs officiers supérieurs là, qui ont fait un peu d'études et tout ça, qui, eux, savent calculer un peu ce qui va se passer, font dans la prospection, etc.
et ils ont les données qui leur viennent et qui disent que ça va leur exploser à la gueule à n'importe quel moment, notamment du côté social en fait, c'est-à-dire que le peuple il subit des pressions depuis trop longtemps et les feux passent au rouge un peu partout et ils sentent venir la vague. Je pense que c'est un peu ce qui a motivé les déclarations de Yahya de son côté, mais c'est aussi un peu ce qui a motivé les sorties de Slel qui est venu calmer un peu la population, etc. Parce que les données disent que ça va leur exploser à la gueule. Et voilà, c'est... Alors, là, avant de passer au sujet du Conseil des ministres, où on voit Bouteflika en train de d'épier, d'entrouvrir la porte, et ce que dit le communiqué du Conseil des ministres, qui ne parle que de Bouteflika, qui donc parlait. J'aimerais vous donner quelques indications, puisqu'on est à la fin de l'année. Donc, au 1er janvier 2016, les Algériens étaient au nombre de 40 400 000 à peu près. On a franchi le cap des 40 millions. Que plus de 10 millions d'Algériens vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec moins d'$1 par jour. Que pour 2016, les services de sécurité affirment avoir neutralisé 350 terroristes. Pour un régime qui dit qu'il a éradiqué le terrorisme et qu'il est en train d'exporter son expertise pour la lutte contre... Alors, des dizaines de milliers de réfugiés sahariens, des dizaines de milliers, ont été expulsés de façon vraiment atroce. Bien sûr. Et ils sont passés par les centres de rétention du Croissant Rouge. Le Croissant Rouge a maintenant des centres de rétention, dirigés par la fameuse Madame Benhabels. Alors, il y a à peu près 1650 000 réfugiés subsahariens qui vivent maintenant en Algérie, dans des conditions... Ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont en but au racisme. Il y a plus de 70 000 Algériens sans papier qui risquent l'expulsion en France, en Allemagne et en Belgique. 70 000. Les violences contre les femmes en Algérie, les violences qui ont été signalées, parce que généralement les femmes ne se plaignent pas, sont de 8 451 cas. 8 461 cas. C'est tout. C'est ce qui a été signalé. Et donc, selon les associations des personnes en situation de handicap, il n'y aurait pas 2 millions de handicapés, qui est le chiffre officiel, mais au moins 4 millions d'handicapés. Et qui vivent dans des conditions très lamentables, difficiles. Qui touchent une indemnité de 3 fois rien 4 000 dinars, équivalent de 25 euros. Humiliante, ouais. Les chiffres de chômage selon le régime seraient de 11,58%. Selon des associations, il oscillerait entre 30 et 40%. Et les femmes ne sont pas décomptées dans les statistiques du chômage. La population carcérale a dépassé les 65 000 personnes, presque le double des capacités d'accueil. Plus de 1 million 200 000, c'est pas possible un tel chiffre. C'est ce qui est écrit, mais je reste réservé. Plus de 1 200 000 bâtisses sont hors normes et sont éligibles à la démolition. Moi, c'est un minimum. 1 200 000 bâtisses. Éligibles à la démolition. Ça veut dire normalement, dans un pays normal... Recensé. Recensé. Il y a plus d'1 million de logements qui sont inoccupés aussi. Je peux ajouter un chiffre. Oui. Très intéressant. C'est la mortalité infantile. On n'en parle pas. Oui, en effet. Elle est à peu près. Chiffre, bien sûr qu'il faut contrôler parce que c'est l'ONS qui le donne. Donc je donne des chiffres officiels. Oui. C'est 23 pour 1000. C'est énorme. C'est énorme. Quelle est la norme Écoutez, par exemple, prenons le taux français. Oui. C'est moins de 3 pour 1000. C'est-à-dire chez nous, c'est presque 8 fois plus de morts d'enfants de 0 à 1 an. Et encore chiffre officiel. Chiffre officiel. Oui. Chiffre officiel. Et généralement, la mortalité infantile est significative de beaucoup d'indicateurs. Les conditions de vie dans lesquelles sont les populations. Donc ce chiffre-là, il ne le donne pas dans les statistiques que vous avez. Nous revenons donc au Conseil des ministres où on a vu Saïd Bouteflika ouvrir la porte et jeter un coup d'œil sur la basse-cour, voir si tout se passait bien. Mais et ça a vraiment fait un grand buzz. Franchement, moi, quand je vois qu'il suffit d'une image pour discréditer tout un conseil de ministres, c'est-à-dire
toutes les institutions de l'État qui sont prises en otage, c'est effrayant. Moi, je vois beaucoup le geste symbolique. Parce qu'à partir du moment où on entrouvre une porte et qu'on regarde à droite, à gauche pour entrer, ça veut dire qu'on rentre par effraction. Et c'est-à-dire que nous sommes justement dans un système qui fonctionne par effraction. C'est-à-dire que depuis que ce régime est en place, finalement, on sait très bien, et il nous le démontre tous les jours, mais là, avec une symbolique très forte, qui sont rentrés par effraction. Ce n'est pas sa place, il ne devrait pas être là. Alors non seulement il est là, mais en plus, il surveille. Marionnettiste. Nous allons voir l'image et nous allons reprendre la discussion. S'entrouvrir, elle va s'entrouvrir et nous allons voir. Et regardez l'alignement des ministres. Voilà, la porte s'entrouvre et voilà Saïd Bouteflika qui jette le coup d'œil sur la basse-cour pour voir si tout va bien. Voilà. Je viens de parler des fractions. Bon, bien sûr, pour le moment, c'est une intrusion. Mais les fractions. Alors que les braqueurs, parce que ça, c'est un braquage, les braqueurs prennent les risques, parce qu'ils prennent une arme pour braquer une banque. Mais les nôtres braquent le trésor public à l'aide d'une clé. Parce qu'ils ont la capacité, la possibilité d'ouvrir un coffre-fort sans risque, sans prendre aucun risque. Le problème, tous ces ministres qui sont là, ce sont quand même de grands serviteurs de l'État. Ça m'est difficile de croire que tous puissent être aussi domestiqués que ça. Il n'y en a pas un seul qui dit mais ce n'est pas digne, ça, nous sommes des ministres, nous sommes en conseil des ministres sous le contrôle du président de la République. Je pense que pour les images qu'on vient de voir, je pense qu'ils sont dans la communication totale. C'est-à-dire là, ils sont en train d'enregistrer des images. On peut même supposer que le Saïd Bouteflika, quand il avait ouvert, peut-être, hein, parce qu'on ne sait pas pourquoi il a ouvert de cette manière. On peut donner une symbolique à ça comme il vient de le faire, je suis totalement d'accord. Mais ils sont dans l'image. Même quand il prenait, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a vu quand il prenait la photo de tous les ministres avec Bouteflika au milieu, qui était dans un état un peu... On voyait Sellel faire le geste parce qu'ils sont en fait dans la communication. Oui. Ils veulent communiquer avec les Algériens d'une manière à les rassurer, etc. Et comme on disait tout à l'heure, parce que ces gens se sentent en difficulté, ils sont face à de grosses difficultés en fait pour gérer le pays. Ils n'ont plus la manne pétrolière là qui leur permettait de dépenser n'importe comment et au passage voler sans que ça soit lourd à gérer. Maintenant, ils n'ont plus le pétrole. Du coup, là, ils essaient de gérer des images. Vous pensez donc que c'est une mise en scène? On est dans la mise en scène, on est dans la communication, j'ai envie de dire. C'est une mise en scène, c'est-à-dire même un conseiller spécial, pourquoi n'a-t-il pas été à l'heure du Conseil des ministres pour être là au même moment que tous les autres ministres? Nous allons essayer de voir aussi... Brahim Younsi, nous allons essayer de voir, au moment où ils font la photo de famille, donc il y a les caméramans qui sont en face, les photographes, ils sont en train de photographier avec Abdelaziz Bouteflika au milieu. Et donc depuis l'affaire Valls, il est question de ne plus faire de gros plans. Interdit de faire des gros plans pour ne pas montrer le président dans l'état qu'il est. Et donc, les caméramans sont en face, et Sellel et Ouyahia, les deux sont très inquiets, et ils vont faire signer de la main d'arrêter de filmer. Regardez Sellel. Arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer. Arrêtez. Regardez ses mains, Sellel. Ouais, c'est intenable. Arrêtez de filmer, il bouge, et Ouyahia aussi sort les mains, il avait les mains derrière le dos, il sort la main, il dit stop, arrêtez de filmer. Voilà. Mais tout ça est symptomatique d'une chose. C'est que nous sommes pleinement, mais alors pleinement, sous le diktat de l'irrationnel et de l'informel. Et quand on est dans cette situation, on gère justement par le mensonge, on gère par l'insulte, on gère par cette mise en scène-là. Par la menace. Et on gère par la menace. Mais il y a une chose que je n'ai pas compris, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Moi, je sais une chose, c'est que Saïd Bouteflika dispose d'une véritable équipe de télévision, peut-être même une régie au niveau de la présidence,
où ils sélectionnent les images qu'ils transmettent à l'NTV, où ils les surveillent image par image, celle du président notamment. Comment se fait-il que de telles images aient été remises à l'ENTV, où on voit lui en train d'ouvrir la porte sur le Conseil des ministres, où on voit Sellel dire arrêtez de filmer, où on voit Yahya dire arrêtez de filmer. Alors que, les images ont dû être vérifiées avant bien de sûr. passer. Est-ce que Saïd Bouteflika a fait exprès de les laisser passer? Sinon, pourquoi? Est-ce que quelqu'un d'autre a voulu le miner en les laissant passer? Qu'est-ce qui s'est passé? En l'occurrence, c'est la question que je me posais à moi-même tout à l'heure en parlant de mise en scène. Oui. On voit qu'il y a une mise en scène. On ne rentre pas dans un Conseil des ministres comme cela, sans autorisation, on n'arrive pas en retard, surtout quand on n'est pas ministre. Oui. On est un simple conseiller, même spécial, mais un conseiller, etc. Oui, bon. Mais comment se fait que ces images soient passées et passer le filtre de tous les contrôles? On peut supposer, à mon avis, on peut supposer beaucoup de choses et on vous voit venir. C'est-à-dire que peut-être on a voulu faire passer un message. Notamment, par exemple, nous habituer avec les images de Saïd Bouteflika. Qui est le maître des lieux. Il pourrait, peut-être, on ne sait pas, mais il pourrait se porter candidat pour remplacer son frère à la présidence. Mais on ne sait pas, on peut spéculer. Il y a des gens qui connaissent un peu les rouages de ces endroits qu'on a vus. Là, il y a des gens, ils les connaissent. Ils doivent savoir un petit peu plus que nous ce qui se passe. Je ne crois pas qu'il y ait des candidats. Je suis désolé auprès de Mireille Mathieu. Guy Bedos se demandait si Mireille Mathieu était de droite ou de gauche. Il a dit, mais Mireille Mathieu n'est ni de droite ni de gauche. Je crois que je l'avais déjà dit ici même. Mais Mireille Mathieu est là où on la pose. Abdelaziz Bouteflika est là où on l'a posé. Très bien, très bien. Et Saïd Bouteflika, si c'est lui, très bien. Il sera là où on le posera. Très bien. Je crois qu'il n'y a pas de candidat. Très bien. Vite fait, c'est-à-dire, moi, il me semble que tous les opposants algériens qui ne relèvent pas de ce régime et tout, ils ont tous fait la même analyse en fait. C'est-à-dire tout le monde sait que ce régime est illégitime. Ils sont là d'une manière, il est illégitime et que ces gens sont là parce qu'ils ont trafiqué des élections, parce qu'ils ont volé, parce qu'ils se sont imposés à l'Algérie à tous les niveaux en fait. C'est-à-dire quasiment toutes les élections sont contrôlées, à peine peut-être les élections locales et encore, ça dépend des régions. Et je pense que tout le monde a fait la même analyse. Ces gens sont là par effraction. Maintenant, il y a une chose, c'est que si on continue dans ce débat-là, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi qu'il entre comme ça, voilà, toute cette communication qui est entretenue, c'est que nous sommes pleinement dans un débat justement entretenu au sein du clan. Et ça, c'est voulu. Maintenant, il est temps pour nous de mener une dissidence de la pensée déjà par rapport à tout ce débat-là, et une dissidence aussi dans l'action. Il est temps de se libérer de leurs thèmes, de leurs échéances, de tout ce qu'ils sont en train d'organiser pour lancer une véritable insurrection des consciences. Je pense que, pour aller dans le sens de ce que dit Hassan, le message que nous devons lancer à travers ce plateau-là, c'est-à-dire la compréhension de cette mascarade, pour reprendre ton vocable, je pense que ce régime en réalité est faible. Donc il se trouve des artifices pour perdurer encore. Et les Algériens qui ont été toujours courageux face à des moments difficiles, je pense qu'aujourd'hui, ils voient que le peuple algérien est résolu à se battre, est résolu à regagner sa souveraineté. On le voit Comment l'avez-vous vu, Hassan, qu'il est résolu à regagner sa souveraineté? On le voit, par exemple, qu'il ne se passe pas un jour où il n'y a pas une grève, il ne se passe pas un jour où il n'y a pas une manifestation, il ne se passe pas un jour où... C'est sporadique, c'est dispersé, il n'y a pas un souffle, il n'y a pas une vision. Il n'y a pas de fil conducteur politique. Bien évidemment, ça commence toujours dans différentes localités de cette manière-là, mais une fois que ces revendications, que ces actions, que ces contestations majeures, parce qu'elles sont majeures, touchent Alger, à ce moment-là, de mon point de vue, il y a une chose. Il y aura beaucoup qui défendront ce régime-là. Je reprends la parole et excusez-moi. C'est que
maintenant, pour nous, nous devons aller vers le peuple. Nous devons ouvrir Qui des... nous, qui? tous les Algériens, qui m'a le Maghrébien, elle ouvre des espaces de débat. Il faut les élargir. Il faut ouvrir des espaces de débat dans les villages, dans les quartiers. Il faut travailler. Mais qui doit ouvrir? Tout, mais à la bec, Non, non, mais si quand Jamal on dit, dit il faut ouvrir, il faut faire, qui va faire? tous les Qui va Algériens, ouvrir? tous les, le Mais citoyen, mais c'est irréalisable comme ça. Tous les Algériens décident comme ça tout seuls d'aller dans un seul sens, de faire quelque chose. C'est très simple. de- Là, Non, c'est non. les partis Si je peux- d'opposition, voilà, c'est absolument. Oui, c'est il y a des l'intelligentsia, voilà. c'est l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, c'est les syndicats autonomes, ce qu'on appelle la c'est les société étudiants. civile. Absolument. Mais elle n'est ce pas sont là, les elle est universités. absente. Elle est, mais pourquoi? On a parlé la dernière fois. Il y a Ouais. une Elle est société civile peut-être qui sous la agit. chape aujourd'hui. En principe, là, nous sommes en train, entre guillemets, d'analyser le système. Alors que nous le connaissons, le système. Nous le connaissons depuis le premier jour. Oui. Depuis le premier jour, nous savons qui est le système. Nous savons le caractériser. Mais le Maintenant- problème, c'est que nous ne pensons pas l'opposition. Voilà. Comment nous devons fonctionner? Apprendre à De quelle analyser manière? le peuple et l'opposition. Bien sûr. Nous devons Bien sûr. apprendre à connaître nos Pas richesses analyser. populaires. Même le peuple, nous savons l'analyser, nous l'analysons. Mais comment nous traduisons dans nos C'est actes? en lecture politique. Oui, ouais. absolument. Et c'est ce qui manque. C'est vrai. Et c'est ce que nous ne faisons pas. C'est vrai. Quand nous portons des critiques, moi le premier, je porte d'abord les critiques contre l'opposition. Parce que je trouve qu'elle est absente. Elle est inefficace. Elle n'est pas suffisamment critique vis-à-vis d'elle-même. Alors que l'opposition doit être critique Bien sûr. vis-à-vis d'elle-même. C'est penser l'action politique, pour revenir aux politiques, et ce n'est pas pour reprendre Hussein Ahmed. C'est reprendre le politique, le reprendre, et reprendre l'opposition. Comment reconstruire l'opposition? On a vu depuis 62, et singulièrement depuis les années 80, tous les rassemblements politiques. Et nous en avons fait une qui a échoué. Qui a échoué. Toutes les unions qui ont été faites depuis 1962, à commencer par le CNDR, ont échoué. Mais nous n'avons pas analysé ces échecs. Pourquoi ça a échoué? Pourquoi? Pour quelle raison? L'opposition est née en même temps que la naissance de l'État algérien. Oui, mais comment il a fait ce régime, justement, pour neutraliser l'université, la société civile d'une manière générale, les partis politiques d'opposition, y compris ceux qui étaient vraiment dans l'opposition? Comment a-t-il fait pour neutraliser tout ce monde-là? Il a fait un long travail minutieux, continu, sans arrêt, de destruction de la société algérienne, d'abord à tous les niveaux, y compris Qui au venait niveau de sociétal, sortir etc. de la colonisation. Absolument, mais il a tout détruit. Mais surtout, il a détruit la classe politique. Je ne sais pas si quand on parle d'opposition, est-ce qu'il y a vraiment des partis d'opposition? Quel rôle? Il suffit de les observer et de voir comment ils ont évolué. Je ne parle pas de Et ceux d'aujourd'hui, je parle de ceux qui existent. D'un Dans- renouvellement, qu'on- et puis À la sortie, façon, à la sortie bien de sûr, la colonisation, bien je comprends, je comprends. Bien Des sûr. partis du PRS, du FFS et des partis... Oui, mais il y avait y compris des partis Parce communistes. que là, absolument. pour l'opposition, juste un point, pour l'opposition, il y a un point central, justement, c'est la légitimité. Le problème fondamental, comme le disait le professeur Harkoun, en Algérie, c'est l'absence de légitimité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il fallait ouvrir des espaces de débat pour libérer la parole, pour promouvoir la culture. Mais je pense qu'on ne peut pas jeter, excusez-moi, on ne peut pas jeter la pierre à l'opposition. Parce que cette opposition est aussi étouffée, laminée, Oui. exclue, marginalisée que le Corrompue peuple aussi. algérien. Corrompue Aussi, une aussi. partie d'entre elles, Ouais, bien ouais. évidemment. Donc, quand tu as un parti d'opposition qui ne peut pas faire son congrès quand il veut, qui ne peut pas faire une manifestation quand il veut, et qui ne peut même pas la faire à Alger, qui ne peut pas avoir un organe de presse comme il veut, un organe télévisuel comme il veut, qui ne peut pas faire des conférences comme Alors il veut. pourquoi va-t-il peut aux pas faire élections dans ce cas? Ben, tout Pourquoi est là. va-t-il aux élections dans un système Monsieur où Herache. tout cela ne lui est pas permis? On pourra débattre, c'est un autre Permettez- débat, parce que de toute façon, c'est le seul moment
où l'opposition, du moins ce qui en reste, peut s'exprimer, peut avoir une petite tribune, peut au moins détenir une mairie, une wilaya, quelque chose comme ça, à partir de laquelle il sera possible de donner un petit espoir. Mais je pense que c'est à nous d'encourager l'opposition qui est sur place et qui est victime, comme tout le peuple algérien, victime du système totalitaire, du système à la Corée du Nord. Et c'est très important. Permettez-moi de vous dire ce dont je rêve. C'est, je rêve de voir une opposition, justement, parce que je ne jette pas la pierre sur l'opposition, mais je rêve de les voir se libérer, justement, des thèmes et des échéances du pouvoir, d'aller vers le peuple. Je n'attends pas à avoir une salle à Alger pour faire mon congrès. Je vais aller dans les villages, dans les quartiers, et je vais faire en sorte que le Tejmat du village devienne un véritable espace de citoyenneté. Là où la femme aura son droit de citer, et là aussi où les citoyens du deuxième collège social, parce qu'il y a le deuxième collège politique, c'est l'assemblée coutumière, voilà. C'est la base même de la démocratie berbère qui est dans chaque village, dans et chaque reprendre toutes ces traditions-là, son conseil des sages en quelque sorte, et les inscrire pleinement dans l'universalité. Et ensuite, nous allons aller très vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Si l'opposition pouvait avoir des salles, pouvait se réunir, pouvait, nous serions dans un régime, mais système démocratique. Or, nous ne sommes pas dans un système démocratique. C'est pour ça qu'il faut créer. C'est là où l'opposition doit réfléchir et se rassembler autant se faire que peut. Et pourquoi est-ce que ces rassemblements de l'opposition ont tous, ou quasiment tous, périclité, échoué. C'est cette réflexion-là. Parce que nous avons affaire à un système, un système policier extrêmement. Oui, mais peut-être aussi avant nous, dans responsabilité. Un mot. Parce qu'on a parlé. Et puis après, ce sera Samir. Je regardais la semaine dernière les chiffres des élections de 99, la présidentielle de 99. De tête. Je vais arrondir les résultats. Hossein Ait Hamid, que Dieu ait son âme, a obtenu 314 000 voix. Je ne vais citer que ce chiffre-là. Oui. 314 000 voix. Bien sûr, il n'était pas là, il était absent. Et combien de millions pour Bouteflika? 7 millions et 600 000 voix. Et un fourreau de même Kim Il-sung n'a pas fait mieux. Non, mais il y a je veux dire, il y a eu retrait. Hein. C'est important, ça. Je le pense bien. Mais les bulletins étaient là. Les bulletins. Il est clair qu'il y a eu de la fraude. Mais il faut faire. C'est donné, que ce soit le système ou des votes réels, donner 314 000 voix à Hossein Ait Hamid. Justement, c'est pour détruire, bien sûr. C'est un leader pourtant charismatique. Bon, bien sûr. Il n'aurait pris que les voix de sa seule région natale. De Kabylie, voilà. il aurait dépassé 4 millions de voix. Voilà. Seulement sa région, entre guillemets, alors qu'il n'était pas du tout régionaliste, il faut dire les choses. Bon, seulement de la Kabylie, il aurait eu 4 millions de voix. On lui attribue 314 000 voix. Et après, c'est dire l'emprise. Il y a à peine un an, on lui fait des obsèques nationales où il y avait 10 millions de personnes. La récup. Samir Hchicha, avant de passer à autre chose, nous allons passer après à Alep, à la Syrie. Vite fait, sur l'opposition, moi je ne veux pas que les amis que j'ai dans les partis dits d'opposition m'en veulent et tout ça, parce que moi je les respecte beaucoup, les militants politiques, quel que soit leur bord politique, j'ai beaucoup de respect pour eux, parce que c'est des gens qui s'engagent par opposition, contrairement à ceux qui restent loin et qui attendent à ce qu'on leur règle leurs problèmes sans qu'ils bougent le petit doigt, etc. Du coup, moi j'ai du respect pour tous les militants, quel que soit leur parti politique. Par contre, et comme vous venez de le dire, c'est qu'il faut faire une analyse quand même un peu sérieuse de la situation, notamment de la situation dans laquelle se trouve l'opposition, pour nous poser la question du comment on peut sortir de la situation de crise méchante, crise politique méchante dans laquelle nous vivons et qui va nous conduire très probablement, qui nous a déjà coûté très cher, mais qui va nous conduire très probablement vers le chaos. Du coup,
une opposition, les partis politiques, et je parle de l'qiyadat, les militants, ils s'engagent, mais qui dépend du régime, qui dépend de la voiture que va lui donner le DRS, de la salle que va lui organiser le wali flan ou le chef militaire flan, etc. Cette opposition-là, elle ne fera jamais le changement d'un système qui l'arrange à titre personnel. C'est-à-dire ces gens-là, ils ont des intérêts personnels, on sait comment ils vivent les qiyadat de ces partis qu'on présente de l'opposition. Et à mon avis, ce qui doit se passer, on doit militer dans ce sens, c'est de créer une nouvelle opposition, se renouveler, trouver d'autres moyens de militer pour changer la situation. Et ce qu'on doit faire, cette opposition qu'on doit reconstruire, c'est de proposer aux Algériens une alternative viable, sérieuse, quelque chose de sérieux, mais chez les aventures, etc. Quelque chose de viable, de pacifique, une alternative qu'on présente au peuple pour le mobiliser. Parce que si on ne mobilise pas le peuple pour changer les choses, ça ne changera jamais en fait. Pour le moment, le régime, il fait tout pour bloquer le peuple, lui faire peur, le terroriser, etc. Mais on ne pourra pas faire l'économie d'une mobilisation populaire pour changer les choses. Pour mobiliser les gens, il faut des gens intègres, des gens qui ne sont pas sales, parce que le peuple ne se mobilise pas derrière quelqu'un qui a rôlé, derrière quelqu'un qui a des bodyguards, Ta'al Hukuma, etc., qu'on présente comme Mu'arad. Et on doit présenter une alternative sérieuse au peuple algérien. Voilà, il n'y a pas d'autre solution, à mon avis. Nous allons passer à la Syrie. Ce sera le dernier. Oui. Ce n'est pas une anecdote parce que c'est une vérité. Oui. Un ancien Premier ministre algérien connu, aujourd'hui dans l'opposition, qui voulait voir un paria politique algérien qui est en Algérie. Il est arrivé avec une voiture officielle. Pour se rendre chez ce paria politique algérien, il est descendu de la voiture officielle, il a pris une voiture banalisée pour s'y rendre. La symbolique, elle est là, absolument. Oui. Le système contrôle bien. Le système ne se changera pas lui-même. C'est pour ça, à Djemaldine, c'est-à-dire même au sein des partis politiques, il faut qu'on fasse notre autocritique. Il n'y a pas de... la vérité, comme disait Gandhi, la vérité ne porte jamais préjudice aux causes justes. C'est qu'au sein des partis politiques, actuellement, on assiste à quelque chose de très grave. C'est que la légitimité militante qui fait partie de la légitimité populaire, elle est détruite. Il faut la rénover. Il faut la rénover pour reconstruire toutes ces structures de l'opposition. Parce qu'actuellement, nous assistons au dictat des appareils. Je vais t'offrir une transition, Djemaldine. Je vais t'offrir une transition par rapport à ce qui vient d'être dit. Nous ne devons jamais oublier la responsabilité des pays occidentaux dans ce qui se passe, de ce qui se joue en Algérie. Parce que précisément, partout où on a vu les changements, que ce soit dans l'ancienne Espagne, l'ancienne Grèce, les pays d'Amérique du Sud, que ce soit dans les ex-pays soviétiques, sans l'intervention forte, encourageante, financière, politique et constante des pays occidentaux, notamment de Paris, Londres et Washington, sans cela, ces pays-là seraient aujourd'hui comme l'Algérie, comme la Corée du Nord, comme la Birmanie, etc. Et c'est parce qu'ils ne font pas pression, parce que les droits de l'homme, c'est à géométrie variable, qu'aujourd'hui on assiste au fiasco algérien et qui est recommencé. Et donc, ce que nous disons de l'opposition, cette opposition-là est marginalisée aussi au niveau international. Mais c'est très vrai que c'est une belle transition parce que justement, en Syrie, les Occidentaux, d'une manière générale, et la Russie aussi, et l'Iran et le reste, interviennent à contre-effet, en fait, puisqu'ils poussent vers le pire et non pas vers le meilleur ou vers... Nous allons regarder une image et nous aurons à peu près 3 à 4 minutes pour en parler, une image sur la Syrie. Alep. Alep sous les bombes. Voilà. Et donc, voilà, alors il s'est passé ce qui s'est passé, c'est au cours de ces derniers jours. Donc, la situation a été bouleversée à Alep, ça a changé. On nous apprend qu'il y a une trêve relative en ce moment,
que la position de la Turquie a changé aussi, qu'il y a eu de nouvelles, comment dirais-je, de nouveaux réaménagements stratégiques, pour le moins qu'on puisse dire, et que jusqu'à présent, le peuple syrien reste le seul perdant et le seul à ne pas vraiment s'exprimer dans cette tragédie. Moi, la leçon que je retiens de tous ces pays qui ont été détruits, commencer par l'Irak, ensuite la Syrie, la Libye, le Yémen, la guerre Iran-Irak. Tout ce drame, toute cette tragédie qui ont broyé des millions d'hommes et de femmes, cette tragédie-là a été possible parce que, précisément, on était dans des régimes illégitimes, des régimes autoritaires. Oui. Quand on n'a pas la légitimité populaire, quand on a marginalisé son peuple, le pays devient fragile, il devient la proie de n'importe quel ennemi, de n'importe quel adversaire. Et c'est cette leçon-là que l'Algérie ne veut pas retenir, pour ne pas subir le sort qu'a subi l'Irak, qu'a subi la Syrie, que subit la Libye et plein d'autres pays comme ça. Donc il me semble que nous devons véritablement être vigilants, prendre conscience de ce qui peut attendre notre pays, et c'est précisément ce manque de légitimité dont les uns et les autres ici parlaient, dont il va falloir bien discuter. Alors nous allons faire un tour de table. Je ne vais pas dire comme il a dit lui. Oui. Oui. Mais c'est tellement dramatique. Oui, tout à fait. En effet. Je partage en un seul morceau ce que tu as dit, parce que quelqu'un que je dis je partage son pays, il me dit en combien de morceaux. Oui. Non, je partage la tienne en un seul morceau, en un seul bloc. Je suis d'accord entièrement avec ce que tu viens de dire. Quand je vois ces images, et on les a déjà vues, on a vu les images d'Alep. Moi, j'ai un tableau en face de mes yeux. C'est celui de Picasso. C'est Guernica. C'est exactement Guernica. Absolument. Les bombardements. C'est une réédition de Guernica en 10 fois plus. Vraisemblablement. Oui. Mais c'est en 10 fois ou en 100 fois en 100 plus. fois, parce que c'est pas le même force. Absolument. Poutine a parlé lui-même, sans qu'on l'y force, de 17 000 frappes sur Alep par les forces russes, entre obus, missiles et bombes larguées. 17 Donc 000 frappes. C'est exactement les bombardements sur Guernica en avril 1937. Et on a les mêmes images, et Picasso peut refaire là où mais il cette est, fois-ci, pas en noir et blanc. Non, pas en noir et blanc, mais ça sera en couleur. Samir, en très peu de mots, parce que nous arrivons à la fin. Vite fait, d'abord, c'est une horreur totale en fait qu'on fait vivre aux Syriens, quelle que soit leur religion, leur bord et tout. Tout le monde en Syrie a souffert. Moi, j'ai écouté depuis quelques mois, quelques années, depuis le déclenchement de la révolution en Syrie, j'ai écouté des Syriens en fait. Je zappe sur les télés syriennes, je vais sur les pages de personnes que je connais sur Facebook qui sont de Syrie, etc. Et ils témoignent un peu de l'horreur en fait qu'on leur a fait subir. Et je pense qu'il y a une leçon à retenir. D'abord que les puissances mondiales ou régionales n'ont rien à faire des intérêts des peuples. Les puissances, elles ont leur logique, elles ont leurs intérêts, et quand ils disent intervenir pour le peuple, ou là pour sauver tel truc, ou là pour la démocratie, ou là pour les droits de l'homme, etc., c'est du pur mensonge. On a vu un peu le revirement depuis quelques jours de la posture turque sur le cas syrien. En fait, qu'est-ce qui intervient? C'est quoi? Les intérêts des Turcs dans la guerre qu'ils ont imposée au peuple syrien. Et en un mot, il y a une autre leçon très importante à tirer pour tous les peuples de la région, notamment pour nous les Algériens. Il faut absolument une alternative politique à la dictature, parce que la dictature nous mène vers la guerre et le chaos, vers l'horreur, et le fait qu'il n'y ait pas d'alternative strictement politique à la dictature peut mener à des dérives militaires. C'est comme ça qu'en Syrie, en Libye et même dans d'autres pays, c'est comme ça que se sont engouffrés des groupes militarisés par on ne sait qui, par des puissances, etc. Ils se sont engouffrés parce qu'il y a un vide politique. Et ça, c'est le rôle de l'élite politique qui n'a pas réussi à imposer une solution politique et à éviter les dérives militaires. On le voit en Syrie, on l'a vu dans d'autres pays. On ne le souhaite pas pour notre pays, l'Algérie. C'est pour ça qu'il faut, dès maintenant, ou là il fallait commencer depuis un moment, la construction d'une alternative au régime en place. Ce qui se passe en Syrie
cette destruction massive des mémoires de l'humanité dans cette région, allant jusqu'en Libye, voilà, c'est le fait d'une géopolitique de conflit. C'est une géopolitique héritée de la période coloniale. La même mentalité qui a fait qu'il y a eu de colonisation, des empires coloniaux, continue à exercer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et puis, là, on a introduit un nouvel élément au niveau des raisons d'État. C'est l'élément sécuritaire. On intervient en Syrie pour notre sécurité nationale. On intervient en Libye et tout pour notre sécurité nationale. Là, nous assistons à l'émergence, pas à l'émergence, mais à la mise en pratique de ce que nous avons appelé les raisons sécuritaires d'État. Maintenant, en ce qui concerne l'Algérie, nous devons travailler à renouveler la citoyenneté algérienne au sens le plus noble, au sens humain le plus noble, et inscrire, et travailler en sorte que ce renouvellement s'inscrit pleinement dans la citoyenneté nord-africaine et dans la citoyenneté méditerranéenne. De toute façon, l'Algérien, aujourd'hui, est tellement déstabilisé à tous les points de vue. Les Algériens ne se reconnaissent ni dans l'école officielle, ni dans la culture officielle, ni même dans la langue officielle, ni dans le système officiel, ni dans les élections officielles, ni dans les institutions, qu'elles soient à la base ou officielles, etc. C'est-à-dire que tout ce qui est offert par le pouvoir algérien depuis 1962, mais qui connaît un coefficient d'accélération épouvantable aujourd'hui, tout ce qui est offert aujourd'hui est une ersatz de culture, ersatz de politique, ersatz économique, etc. C'est de l'illusion. Totalement. Donc c'est un échec global, tant au niveau de l'éducation, au niveau économique, au niveau financier, au niveau de l'environnement, il n'y a pas un secteur qui soit épargné, qui ne soit pas touché. Rien. Et donc c'est ça qui mène à la fragilité d'un pays, c'est ça qui mène au fait qu'un pays se désintéresse de ce qui lui arrive, et c'est là qu'il devient une proie à tout prédateur. Et je crois aussi que pour bien comprendre la tragédie syrienne, c'est comme une leçon en fait, une leçon, j'allais dire presque basique, tellement simple. Ça veut dire que les régimes despotiques qui sont en place font en sorte, c'est comme s'ils faisaient en sorte, de façon délibérée ou non, ou inconsciente, que s'ils disparaissent, ça ne peut être que le chaos. Ils préfèrent le chaos. Oui, mais c'est comme s'ils avaient fait, ça veut dire qu'ils ne vous laissent même pas le choix. À la preuve, aujourd'hui, on est en train de déplorer Al-Qaddafi, on est en train de déplorer Saddam Hussein, on est en train de déplorer Ben Ali, Staline. Il y en a Le paradoxe est que, pour ces régimes-là, et qu'ils attendent où ils organisent la destruction de leur propre pays pour continuer sur la Syrie. Au lieu de négocier, j'allais dire a priori, ils négocient a posteriori. Absolument. Une fois les dégâts. On oublie, et Hassan Heich l'a très bien dit tout à l'heure, c'est qu'on oublie qu'à la base du problème, à la source, à la racine, il y avait du despotisme. C'est cela qui a provoqué le problème, en fait. La révolte était pacifique. Absolument. Voilà. Ça veut dire que c'est la source principale du soulèvement. Il n'y a pas autre chose. C'est après que sont la question du se greffer des La problématiques. question du despotisme se pose chez nous. D'ailleurs, c'est la depuis un siècle, deux siècles au moins. Et c'est la cruauté de Houari Boumedienne qui a mené à l'Algérie d'aujourd'hui. Houari Boumedienne dont on a commémoré le décès, en même temps que celle de Abban Ramadan. Ils sont morts quasiment le même jour. De Abbas. De Abbas. On oublie Farhat Abbas. Farhat Abbas, il faut surtout pas oublier. Mais ce n'était pas le même jour, je crois. Non, une semaine avant. Abban et Boumedienne, il me semble que c'était le même jour, il me semble. Curieusement. Mais toutes ces personnalités politiques-là, ils ont été victimes de Boumedienne et du système Boumedienne. Depuis le groupe d'Oujda, depuis la guerre d'indépendance, pas seulement en 62, pas seulement en 65, comme tu l'as rappelé à juste titre, mais c'est le système instauré par l'égocrate, le mégalomane, le cruel Boumedienne, qui est de la même trempe que Hassan II, que Assad, que Saddam Hussein.
c'est les petits Staline du tiers-monde. Oui. Et ce sont ceux-là qui ont conduit ces pays à la destruction, au chaos actuel. Absolument. Et ça, Et je crois qu'il faut... Il nous appartient de le rappeler aux générations futures. Et juste- aux il jeunes nous d'aujourd'hui. faudra conclure, malheureusement. Juste une chose, Je veux juste dire, pardon, que l'épouse de Mouloud Ma'amri est Oui, décédée vient de cette nous quitter. semaine, curieusement, le même jour que 99e. Mouloud Ma'amri. Oui, tout à La fait. naissance. D'abord, 99e anniversaire de sa naissance. De 90. Merci La Djemal fiancée de du m'offrir soir. de m'offrir cette possibilité de présenter mes condoléances parce que Naziza, je la connais. Ah, J'ai eu la chance de la rencontrer pour la première fois, c'était en 1972. Elle avait- Naziza, hein? Oui, Naziza. Naziza, Naziza, oui. c'est comme ça. Nana, qui est Nana la Laziza. grande sœur. Ouais, ouais. Dans la colline à oubliée, tous. c'est Nazi. Et qui, j'étais invité par Del Mouloud, par Mouloud Ma'amri, pour prendre un repas chez eux. Et donc, il était préparé et servi avec amour, générosité, fraternité. Et franchement, je suis heureux que ces deux âmes généreuses, Voilà. c'est un symbole qu'effectivement, elle meurt au 90e anniversaire de la naissance, de son mari. Absolument. Il y a une synchronicité extraordinaire qui fait que ces âmes généreuses se retrouvent ensemble. Et je crois que le chant mémoriel amazigh, le chant mémoriel méditerranéen et le chant mémoriel de l'humanité leur donne une place de faveur. Merci à vous tous. Ouais. Nous allons finir par quelques images qui rendent hommage. Nous n'avons pas pu rendre hommage à tout le monde, malheureusement, à tous ceux qui le méritent. Et sur ces images, nous allons vous quitter. Je veux vous souhaiter une très belle année. Je veux que vous puissiez être heureux, que vous puissiez trouver le bonheur, que vous puissiez être solidaires des plus faibles, des plus démunis, et puissiez-vous vivre dans la quiétude des jours. Merci beaucoup. Bravo à la khair, Inch'Allah. Merci, Djemal. Merci.